Euh, Bonjour tout le monde. On va commencer la séance, malgré le fait qu'on est un petit groupe. Euh, mais je pense que pour le but de notre présentation aujourd'hui, un petit groupe, c'est quand même une bonne chose parce qu'on souhaite votre participation, surtout avec les contenus et les films qu'on va montrer aujourd'hui. Donc, je veux me présenter d'abord. Je m'appelle Santiago Hidalgo. Je suis professeur en études cinématographiques et médiatiques à l'Université de Montréal et chercheur ici au CRI-EGM. Je dirige également un partenariat intitulé Cinex Media. Est-ce qu'il y a une diapositive pour ça? Ok, je veux juste, voilà, parce que c'est un long titre. Ah, ok, parfait. Donc, le titre du partenariat, c'est Contribuer au bien-être à l'ère des écrans. Un partenariat portant sur les enjeux sociétaux, pédagogiques et thérapeutiques de l'expérience cinématographique dans une perspective inclusive. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec notre équipe pour présenter notre recherche sur le potentiel de l'utilisation du cinéma comme moyen d'améliorer le bien-être des personnes âgées à domicile, dans les résidences privées et dans les CHSLD, ainsi que d'offrir aux proches aidants un moyen d'ouvrir de nouvelles formes de communication avec les personnes atteintes de démence. Je tiens à dire tout d'abord que les projets que nous allons présenter aujourd'hui me sont très personnels. Mes deux parents ont vécu avec la démence. Les deux parents ont décédé par la démence. Je comprends à un niveau personnel la difficulté et la douleur de l'accompagnement des personnes dans ces situations. J'ai passé beaucoup de temps dans différentes résidences, CHSLD, et j'ai essayé d'apporter du réconfort à mes parents. Ce faisant, j'ai remarqué dans mes expériences dans des résidences que les résidences étaient souvent réunies autour d'un écran pendant de longues périodes de temps. Et je me suis posé la question, quel effet est-ce que ces expériences avaient sur eux? Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on pourrait créer des expériences audiovisuelles pour des personnes dans telle situation qui peut les amener des bénéfices, qui peut augmenter leur bien-être et qui peut améliorer leur communication. Et à cette époque, j'ai eu la chance fabuleuse de rencontrer une personne extraordinaire et ouverte d'esprit, la professeure Anna-Inès Ansaldo ici avec nous aujourd'hui, qui est une chercheuse au CRI-EGM et qui dirige le laboratoire de plasticité cérébrale, communication et vieillissement. Elle travaillait déjà sur ces questions dans le cadre d'un projet appelé Compass et elle m'a invité à faire partie de son équipe. À partir de là, nous avons développé deux projets dont nous parlerons aujourd'hui qui partagent de nombreuses similitudes mais qui ont des objectifs et des méthodes différents. Donc, nous offrons aujourd'hui une présentation en trois actes. D'abord, le projet qui s'appelle Bien-être en vue, présenté par Marie-Odile Demain, une chercheuse postdoctorale qui travaille dans mon laboratoire de recherche et qui a une grande expérience dans de l'industrie cinématographique et des questions liées à l'expérience audiovisuelle. Ce projet, mené en collaboration aussi avec l'ONF, l'Office national de film, porte sur le potentiel cinéthérapeutique de contenu audiovisuel. Ensuite, nous ferons l'expérience de certains contenus choisis par notre équipe. Nous regarderons deux extraits de films et puis discuterons ensemble, ici avec vous, du potentiel évocateur de partage d'émotions et de souvenirs de contenu audiovisuel projeté en groupe. Finalement, Barbara Delacour, chercheuse doctorante travaillant sous la direction du professeur Ansaldo, présentera le projet Lumière, un projet qui vise à identifier les composants audiovisuels favorisant la communication. Donc, sans
plus attendre. Je remets la présentation à Marie-Odile et hâte de participer à la période de discussion avec vous. Merci. Bonjour. J'ai vu des gens réagir lorsque Santiago a dit qu'on allait vous demander de participer. Vous allez voir, c'est super le fun. Alors, c'est tout préparé. Alors, je me présente. Bon, j'ai été présentée. Donc, notre projet Bien-être en vue, qui vise à explorer le potentiel ciné-thérapeutique des contenus audiovisuels. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est un projet qui a été très brièvement, qui a reçu le financement du Bureau de la recherche et de l'innovation de l'Université de Montréal et qui encourage les initiatives intersectorielles, mot difficile à dire. Donc ici, on est vraiment dans l'intersectorialité qui rassemble autour d'un même objectif, c'est-à-dire la recherche sur le bien-être des personnes âgées par les moyens de la cinéthérapie. Des chercheurs en études cinématographiques, ici, forts de leur connaissance de différents mécanismes, subtilités et effets du film et du cinéma, et des chercheurs de la santé gériatrique aguerris dans l'étude qualitative, fondamentale et clinique du parcours de vieillissement. Et tout cela autour des œuvres, et c'est ça qui nous lie, en fait, autour des œuvres d'un acteur central, soit de la culture canadienne, soit l'Office national du film du Canada. C'est très important. Nous avons aussi la collaboration essentielle de l'Observatoire québécois des inégalités sociales qui promeut une société juste, équitable et inclusive. Et surtout, j'en suis vraiment, vraiment ravie, l'Observatoire Vieillissement et Société que vous connaissez tous ici, qui est vraiment un réseau organisé de personnes âgées qui a pour mission de promouvoir la qualité de vie des aînés, de lutter contre l'agisme et qui va vraiment nous aider, qui va être un levier pour rejoindre le public cible avec lesquels on veut travailler. Donc, c'est vraiment des gens, on est vraiment très content de les avoir parmi nous. Alors, pourquoi ce projet? On y va avec des grandes questions. Pourquoi? Ben, en fait, les fondements scientifiques de notre recherche repose sur des études qui démontrent que l'utilisation des écrans est maintenant prédominante, vous le savez, dans les contextes de CHSLD, de RPA, et que plusieurs experts remarquent en fait qu'on connaît très peu de choses sur les habitudes réelles de visionnement de ces personnes, des personnes âgées, atteintes ou non de démence, en ce qui a trait à leur contexte, à la durée et à la forme de l'exposition aux écrans, ainsi qu'à son impact potentiel sur leur santé. Est-ce que je devrais continuer avec ça? C'est un peu embêtant, j'ai une voix. Oui, d'accord. Si la recherche mondiale sur ce sujet se fait actuellement plutôt rare, elle est virtuellement inexistante en contexte québécois et canadien, outre les récentes recherches entamées ici au CRIEUGM, notamment par professeur Ansaldo, et le projet que Barbara va partager avec vous. Donc, ces recherches qui indiquent que des contenus audiovisuels choisis à cet effet peuvent favoriser effectivement le bien-être chez les résidents de CHSLD et de RPA notamment. Ainsi, notre hypothèse de départ, de base de notre recherche bien-être en vue, repose sur l'idée que les films représentent un puissant vecteur émotif et intellectuel pour susciter des réactions, des prises de conscience, pour éveiller des souvenirs et engager à la communication. Et aussi, on l'espère, lutter contre l'isolation, la perte d'autonomie, la marginalisation, voire la démence. Barbara de nouveau et Anna-Inès. Notre recherche s'appuie sur la notion aussi de thérapie de la réminiscence qui reste à vérifier, mais une approche initiée dans les années 80 qui vise à stimuler les souvenirs à long terme afin de favoriser la communication avec les aidants, avec les proches aidants et les intervenants et améliorer la qualité de vie. Donc, cette forme de thérapie implique des discussions à propos du passé des patients appuyées sur des supports tangibles, comme des films. La musique, on est au courant que la musique fonctionne très bien aussi à cet effet-là. Donc, nous, on veut voir l'effet des films pour éveiller ces souvenirs. Donc, évidemment, on est dans un contexte québécois, canadien, le catalogue de 14 000 films, oui, de l'ONF, c'est quand même pas rien, représente une mémoire
des Canadiens, des images qui représentent depuis les années 40, 50, la mémoire, l'histoire des Canadiens, donc représente une véritable mine d'or de souvenirs potentiels pour notre public cible. Donc, c'est pour ça que cette recherche se fait vraiment de manière importante avec l'ONF. Alors, à qui nous adressons-nous? Vous aurez compris qu'on s'adresse aux personnes âgées. Dans le cadre de notre recherche, c'est les personnes âgées autonomes, saines, qui sont donc là de leur plein gré, qui n'ont pas nécessairement dans un contexte de CHSLD, de RPA. C'est des gens qu'on va inviter dans des salles comme ici, notamment, ou bien, puis on le verra un peu plus loin, peut-être même dans des salles virtuelles pour la discussion. On cible des hommes, des femmes autonomes nés entre 1930 et 1955 à peu près. C'est un peu, il fallait trouver quand même, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 phases. Nous, on se concentre en ce moment sur la phase 1 qui est financée, la phase 2 qui va faire l'objet d'un financement subséquent. La phase 1 qui parle, donc, qui repose sur un cycle de projection de films devant notre public cible et sur des questionnaires, des données que nous allons chercher avec ce public cible pendant les projections. Donc, on va commencer en janvier. Normalement, la première date serait le 29 janvier en après-midi dans la salle de projection de l'ONF au quartier des spectacles. J'y reviendrai. Et en phase 2, très rapidement, on souhaite créer un point d'accès numérique avec une sélection de films toujours du catalogue de l'ONF, donc des films qui auront été testés, ils sont rendus en ligne auprès de ce même public cible, mais dans le contexte potentiellement des RPA, des CLSC, mais aussi des gens chez eux avec ou sans les intervenants et les proches aidants. Donc là, il va falloir à ce moment-là, mais on n'est pas là, mais il faudra inventer une espèce de point d'accès qui soit, excusez-moi l'anglicisme, user-friendly pour les gens qui vont, les personnes âgées, mais aussi pour les proches aidants. Alors, comment on va s'y prendre? Essentiellement, bon, on a déjà commencé la sélection de films. Je vous ai dit, il y a 14 000 films. Il fallait avoir des critères quand même assez définis au début. Donc, des extraits de films, des extraits audiovisuels tirés du catalogue en collaboration avec le catalogue. On est arrivé d'abord avec des critères qu'on avait déterminés, qu'on avait tirés en fait d'une première étude, de l'étude que Barbara va nous parler, qui, oui, s'adresse plus aux personnes en démence, mais qui nous ont quand même aidé, nous, à déterminer nos contenus. Donc, des durées courtes, à peu près 10 minutes, peut-être éventuellement des durées plus longues, ou bien qui peuvent référer à des durées plus longues sur une plateforme donnée, quand on aura la plateforme numérique. Des films justement avec des sujets qui datent des années 50 jusqu'à 1980, donc qui peuvent éveiller réellement des souvenirs, des représentations des différentes langues parlées au Canada, donc français, anglais, allophone, hongrois, bon, évidemment autochtone, avec des sous-titres. Et il faut penser à tout ça aussi pour que ça soit disponible aussi, même pour les personnes malentendantes. Donc, c'est tous ces films-là qu'il faut aller chercher. Ce ne sont pas tous les films de l'ONF qui sont vraiment bien sous-titrés, par exemple, pour les personnes malentendantes. Donc, il faut tenir compte de ça dans notre sélection. Tenir compte des accents régionaux. On a un magnifique film sur une dame en Acadie, une personne âgée, un dimanche à 105 ans. Vous devez voir ça, c'est un petit bijou, mais elle a un accent si fort. Elle parle français, mais avec un gros accent. Il faut vraiment prêter l'oreille. Mais je crois que c'est un film qui doit faire partie de la sélection, justement pour cette population-là. Mais aussi, peut-être, puis il existe avec un sous-titre pour les gens qui comprennent un peu moins bien cet accent très fort. Évidemment, des hommes et des femmes. Et par ailleurs, on m'a fait remarquer, et puis les gens de l'OVS aussi,
que, en fait, les films pour les hommes, en fait, les hommes sont souvent sous-représentés dans ce type d'activité. Beaucoup parce que les femmes y participent plus, mais est-ce que c'est un peu le syndrome du serpent qui se mord la queue? Est-ce que si on a plus de femmes, est-ce qu'on offre plus du contenu dit féminin? Encore, faut-il savoir ce que c'est? Puis, si on offrait plus de contenu masculin, ben, peut-être qu'on aurait plus d'hommes. Un excellent exemple, un film que j'aurais voulu vous montrer, mais je ne peux pas tout vous les montrer. Mais il y a un film qui s'appelle La lutte. La lutte, là, la lutte avec des gros gars qui font de la lutte, qui est un film extraordinaire de 22 minutes, qui date de 1900, bon, avec le lutteur Carpentier. Là, j'ai mon mari ici qui pourrait me dire, ouais, qui me dirait, oui, Carpentier, c'était vraiment quelqu'un. Donc, peut-être que pour nous, les femmes, moi, quand j'ai vu ce film-là, je fais, ouais, ok, c'est intéressant, mais un homme va dire oui. Effectivement, et donc ça peut réveiller vraiment des souvenirs, et puis c'est un film qui vaut la peine. Mais c'est une question que je pose, puis même que je pose à l'Assemblée. Est-ce que c'est pertinent de présenter un film de lutte où les gens se donnent des coups finalement? Est-ce que c'est faire de la giste de dire que non, finalement, c'est trop violent? C'est des questions auxquelles on est confronté nécessairement dans une recherche comme celle-ci. Moi, je pense qu'il faut le mettre, ce film. Je pourrais le mettre pour ceux qui sont intéressés. Je pourrais envoyer aussi une liste de films sélectionnés dans l'ONF parce que c'est disponible à tous. Hein. Donc, de cette réflexion-là, donc toujours dans la sélection, on en est arrivé à déterminer des espèces de thèmes, des thèmes universels dont je vous donnerai des exemples un peu plus loin. Cycle de vie, famille, enfant, donc cycle de vie, évidemment, naissance, éducation, mariage, mort, la guerre. Un fils qui part à la guerre, une fille qui se marie et qui, immigration, des grands thèmes qui sont vraiment ressortis en deuxième lieu de réflexion, c'est-à-dire on s'est dit, ouais, qui sont les Canadiens, qui sont les Québécois? Moi, je suis fille d'immigrants, Anna Inès est immigrante, Santiago est immigrant. Ben, il faut parler d'immigration. Donc ça, c'est vraiment, puis l'ONF a des très, très beaux films sur justement où ils retracent l'histoire de ces immigrants italiens, portugais qui développent avec leurs difficultés, qui arrivent dans des nouveaux quartiers. Puis c'est très. Alors, tu regardes un film de portugais qui arrive et tu arrives d'Argentine, je suis certaine que tu as les mêmes enjeux. Et donc, ça peut réveiller justement encore là des émotions, des souvenirs, et des voies de communication, toujours. Ah oui, tu te rappelles quand on est arrivé en 1942 sur le bateau, le Reine Élisabeth, je dis n'importe quoi, puis oui, on avait rencontré un tel, et voilà, la conversation vient de s'ouvrir. Ben aussi, les grands moments historiques. Moi, j'aime bien toujours rappeler ben, le voyage de la reine. Ben, c'est quand même lors de l'ouverture de la voie maritime. Elle a fait quand même, elle est venue avec, c'était quoi le Empress, quoi son fameux bateau qui appartenait à la Royal Navy. Elle a fait quand même, elle a traversé l'Atlantique et puis elle est remontée jusqu'au Grand Lac. Mais ça, c'est un voyage à travers notre pays, c'est un voyage à travers notre culture et puis vers les États-Unis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut réveiller l'âme et l'âme des gens, puis dans le paysage aussi. Donc, on peut voir ça aussi dans un film comme ça, une espèce de les slow TV, vous voyez, qui font juste, juste besoin de te laisser bercer au fil des paysages. Donc, j'y reviendrai, je m'étends un peu sur la sélection, mais ça a été vraiment très formateur de discuter de ça avec Rosalie d'ailleurs, qui est je veux dire, indispensable dans le travail de sélection, dans tout le travail, mais d'échanger ensemble, puis d'échanger avec les gens, les spécialistes aussi de l'UNESCO, pas de l'UNESCO, de l'ONF, pardon, qui connaissent, mais qui ont les deux mains vraiment dans le catalogue et qui le connaissent de fond en comble. On a aussi, donc, ça, c'est une réunion qui s'en vient, mais invité, donc, on veut faire valider notre méthodologie et nos sélections, pas toutes les sélections, mais les grands esprits, bon, les grandes lignes, comme je viens de vous les exposer, par un comité consultatif qui est effectivement composé de chercheurs du cryogène, de spécialistes en psychologie gériatrique,
de spécialistes du cinéma, dont nous et de l'OVS, évidemment. Et évidemment, on a l'approbation éthique de l'Université de Montréal pour faire toutes ces démarches. C'est fondamental, vous le savez bien. Et puis, bon, ben, les projections elles-mêmes, j'irai un peu vite parce qu'on va faire l'expérience tantôt, mais essentiellement, on espère faire 5 projections qui vont durer 1 heure chacune. La façon dont elles vont fonctionner, c'est que chaque projection, chaque cycle de projection, on projette donc 5 films, maximum 10 minutes. Et entre chaque film, les gens donc, devront répondre à un questionnaire. Je vais vous lire un peu les questions. Et au bout de ce cycle-là, on a une discussion d'à peu près 10 minutes, ouverte, confidentielle évidemment. Là, on va l'enregistrer audio pour pouvoir retranscrire vraiment les réponses. Mais l'idée, c'est d'entendre les gens. Ah oui, ce film avec, bon, je reviens avec la reine, c'est ça qui me revient là. Bon, ah oui, ça me rappelle telle chose. Puis l'autre qui répond. Et puis, vous savez, parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que le film réveille un souvenir pour pouvoir engager la communication? Et quel genre de communication? Est-ce que c'est des nouveaux souvenirs, des souvenirs qui sont enfouis ou est-ce que... Donc, c'est vraiment cette espèce de configuration assez libre, quoique avec des questions, vous verrez, type, bien claires. Donc, le type de question du questionnaire, est-ce que ce film a éveillé des souvenirs chez vous, oui ou non? Si oui, de quel type de souvenir s'agit-il? Donc, est-ce que c'est l'enfance, amour, travail, immigration, changement de vie radical, famille, vie quotidienne, etc. Ensuite, pouvez-vous indiquer quel élément du film a évoqué un souvenir? Ah, mais là, c'est quand j'ai vu la mère amener une tasse de café. Bon. Ah oui, puis là, ça m'a rappelé que. Quelle émotion ce souvenir a-t-il évoqué chez vous? Joie, peur, colère, tristesse? Est-ce que de voir ce film vous a donné envie de partager ce souvenir avec d'autres personnes? Donc, pour l'instant, c'est ces questions-là sur papier qu'on va évaluer. Évidemment, et puis là, bon, c'est les questions de base, puis la discussion va approfondir ces questions-là. Donc, évidemment, après, c'est l'analyse des données par le labo avec le comité conseil. Évidemment, vous saurez que tout est confidentiel et que les participants auront évidemment signé un formulaire de consentement. Voilà. Donc, je vais très rapidement un peu pour vous montrer le type de film qu'on a choisi avec des grands thèmes. Il y en a d'autres, mais donc les mémorables. Ces moments de l'histoire universelle canadienne, mais peut-être plus large que ça aussi, quoique on essaie de rester chez nous, mais des événements marquants. Évidemment, bon, là, je vous ai parlé plusieurs fois du voyage royal de la princesse Élisabeth avant qu'elle soit couronnée. Même chose avec l'ouverture de la voie maritime. Des images de fête, le carnaval de Québec. On se rappelle tous d'avoir été au carnaval de Québec, mais eux, ils s'en rappellent aussi de cette époque-là. La Saint-Jean, une fête de Saint-Jean. Ça peut être aussi Noël sur la rue Sainte-Catherine. Dans le temps que Old Renfrew avait ses belles devantures, vous vous rappelez tous de ça. Moi, je m'en rappelle, en tout cas. Imaginez si moi, je m'en rappelle. Personnage Swing la Baquette, c'est la Bolduc. Puis ça, c'est un très beau film parce qu'on la voit chanter, on la voit être, on la voit sur son perron, dans sa petite maison à Montréal, mais dans sa maison qui n'était pas extraordinaire, et puis des amis qui parlent d'elle. Donc là, on est ailleurs. Il y a un film sur Leonard Cohen en anglais. Peut-être que c'est moins fort chez nous au Québec, mais quoique à Montréal tout de même. Mais Polanka, c'est la même chose. C'est un Canadien qui a quand même fait carrière à travers le monde. Donc, c'est vraiment, pour certaines personnes âgées, c'est des mémoires vraiment. Ah, je me rappelle quand on était allé le voir et puis on avait dansé ensemble. Tu te rappelles, chérie? C'est ça, hein? C'est ça qui va se passer. Des fois oui, des fois non. Félix Leclerc aussi, on a un très beau film de Félix Leclerc, un peu
un peu romancé, un peu fiction, mais où on le voit vivre dans sa maison, il va voir ses poules, il peint, il chante avec... donc, c'est Félix Leclerc quand même, c'est mon Québec. Dominique Michel, on la voit aussi chanter, beaucoup plus, toute jeune, toute mince, toute menue. C'est vraiment, c'est un moment du Québec, de la culture du Québec qui est en train d'émerger aussi. Donc, c'est vraiment des moments importants. Cycle de vie, histoire de vie, donc un dimanche à 150, le film dont je vous parlais, qui est absolument charmant. C'est un regard, cette femme de 150 qui a un regard très éveillé, très vivant sur la vie, sur la mort, sur la politique, sur la religion, mais très terre à terre et en même temps extrêmement spirituel. C'est un très bon exemple. Saint-Henri, on va vous montrer un petit extrait de ce film-là. Les Borges, bon, on est dans les immigrants portugais ici. Les difficultés, les joies d'avoir abandonné, d'adopter une patrie, d'adopter une nouvelle patrie. Ça aussi, bouger en images, c'est-à-dire que c'est pas seulement des histoires qu'on raconte, mais des fois, c'est juste des images qui bougent, des images. Ah oui, j'ai fait du patin. Ah oui, quand on était dans notre groupe de hockey, ça, c'était le fun. Puis tu te rappelles-tu, Gérard, la bataille qu'on était, tout ça, là. Il y en a plein. Donc voilà. J'ai clos, j'ai-tu fait mon 15 minutes, même dépassé un peu. Donc là, on est rendu, oui? Non, j'allais dire peut-être on peut faire un peu simple un film au lieu de deux, pour laisser le temps pour la deuxième partie de la présentation. Est-ce qu'on est en train de dépasser le temps? Oui, hein, j'ai trop parlé. Caroline. OK. Très bien. Oui, mais en fait, très rapidement, donc ce que je propose, c'est de regarder, tiens, vous allez décider, Anna Inès et Santiago, celui-ci ou bien les expos? Celui-ci. Bon, on y va. Toi, tu veux expo, hein? OK, bon, on regarde ça. Donc, c'est un documentaire de 40 minutes. On a sélectionné 5 minutes. Bon, pourquoi, je veux quand même dire pourquoi ce film nous a intéressés. C'est parce que c'est vraiment une page d'histoire du Québec, des Montréalais, des années 50-60. Donc, dans lesquels nos aînés peuvent vraiment se reconnaître facilement. C'est peut-être à Montréal, mais ça peut être à Saint-Roch, à Québec, ça peut être vraiment dans différents contextes. Puis, on y voit vraiment tout le cycle de la vie québécoise, enfance, famille, pauvreté, réussite, école, travail, loisirs, tout y est. Donc, il y a toujours un moment où on peut se retrouver. Là, on va voir une scène de la vie familiale. Saint-Henri s'est éveillé, bientôt 7 heures. Dans les cuisines grilles de petits déjeuners anglais sur réchaud américain, ébout le café, précieux vestige de notre culture française. Le plus difficile sera d'ajuster l'image que nous nous faisions de la réalité et celle que nous découvrons. Car si les uns connaissaient le quartier de l'intérieur, les autres n'y avaient jamais mis les pieds. Pour ma part, j'en savais seulement les bonheurs d'occasion, rendus célèbres par ces dames du féminin et Gabriel Roy. Cette famille, par exemple, aurait pu être celle du roman. Ils sont 12 enfants, 6 au travail, 6 à l'école. La mère dirige la maison, le père est en chômage, et pourtant, les aînés ont leur chalet d'été, une voiture de l'année. Je l'ai dit parce que je lui ai dit hier soir, j'ai dit T'étais pas dans la festival, toi? Bien, certain. Mais on s'en va, ça tombe, ça connaissance. Hé! Faisait chaud, je crois. Ouais, il faisait chaud, puis elle avait mangé un hot dog, une pétate, là, puis c'était gros. Mais puis, tombe sans connaissance. Ça a été longtemps? Non, non, pas tellement, une minute. Ma fille, elle s'était encore. J'ai eu la souille, puis je la grillais comme une bonne. Et combien il y a peut-être quand t'es 2 ans? Ben, ça, elle avait la tête à terre. C'est ça. Elle était systématisée. Candide? Elle a tombé? Ben oui. Elle a vu des pilules. Samedi soir. Ben. Elle a vu des pilules noires, puis elle n'avait pas fait effet. Et puis là, elle était bloquée. Mais je l'ai dit, t'es énervée, elle s'en va chez Claude Fort. Elle dit, t'as vu sa connaissance? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
m'a contrôlé les bouts aussi dans... Oui, je suis pas donné les bouts dans... C'est moi. Ces élastiques-là. Si l'uniforme est de rigueur, c'est qu'il se salit moins qu'une robe de couleur, que c'est joli, pratique. Et puis, après tout, 12 enfants, c'est presque une armée. Jus d'orange. Les verres sont toutes là au bout, là. Moi, je vais voir chez mon collègue. Il a Mon collègue. C'est un détresse tiers. Détresse seconde. Laisse-le faire avec. un ardei. C'est pas ce qui est très raide. On peut pas faire autrement. Non? Les parents sont venus des campagnes car, légende ou réalité, c'est Henri, cœur ouvrier du Canada français, reste l'entonnoir où l'on tombe paysan pour en ressortir manœuvre. Chérie. Je vais chercher un autre élastique. Toi. Il fait mal, ouais. Ouais, toi, c'est le temps, là. Bon après-midi. Bonjour. Vous s'en va? Ah, On va aller chercher les. Ils arrivent pas, eux autres. Ils sont Mais les enfants iront à l'école quelques années de plus que leurs parents, et ce sera plus difficile de leur exposer que le chômage est un mal nécessaire et de les faire bercer leurs illusions. On réduit le couvert. C'est la blanche, les fois. Hein? Tu descends là haut? La blanche, c'est la blanche, on va ranger ça. Ouais, chaîne. À Saint-Henri, les maisons sont basses, les rues étroites. La météo nous avait annoncé une journée chaude, elle sera suffocante. Je vous enverrai le lien pour le voir au complet. Ce qui est intéressant ici, bon, je n'irai pas plus loin, mais donc on dirait qu'il ne se passe rien, mais je suis certaine que si j'avais montré ça à ma belle-mère, par exemple, elle aurait dit, ah oui, moi aussi j'avais un costume comme ça quand j'allais à l'école, voyez-vous. Donc peut-être que pour nous, ça ne veut pas rien dire, quoique peut-être que ça réveille des mémoires empruntées. La fois où ma mère m'a raconté. Puis je vous le montrerai pas malheureusement, mais je pense que vous connaissez toutes ces images de ce film promotionnel d'Expo 67. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu ici, Expo 67, mais on a tous l'impression de connaître ça. Donc il y a aussi la question, puis on en parlera peut-être après dans la discussion, mais la question de mémoire empruntée, de souvenirs empruntés, qui éveille aussi des choses à deux niveaux peut-être, hein, les émotions de la personne qui nous l'a transmis et nous-mêmes, ce désir d'avoir vécu ça. Donc, là, finalement, ce qu'on pense, parce que j'ai pris beaucoup trop de temps, je m'en excuse, mais je vais tout de suite céder la place à ma collègue et puis peut-être qu'on pourra discuter de tout ça après. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon pour le micro? Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Ok, très chouette. Donc, merci Marie-Odile. Moi, c'est Barbara. Je suis étudiante au doctorat en sciences de l'orthophonie sous la supervision de la professeure Anaïs Ensaldo. Ouais, j'essaie vraiment de m'en sortir avec le micro. Ah, là, je crois que je suis dedans. Et je vais vous parler du projet Lumière, qui est un projet dont le but est de favoriser la communication entre les personnes vivant avec une démence et leurs aidants, que ce soit leurs aidants professionnels ou familiaux. Donc nous, on s'intéresse au maintien de la communication entre ces personnes parce qu'on sait que dès le début de la démence, les personnes vivant avec vont rencontrer des difficultés de communication qui vont s'accroître tout au long de la maladie
et que très vite, il va se dessiner un cercle vicieux de l'incommunication dans la dyade avec l'aidant professionnel ou familial, où ces difficultés vont générer de la frustration chez les deux interlocuteurs. Cette frustration peut même être à l'origine de certains symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Ensuite, les échanges vont devenir de plus en plus durs, donc de plus en plus rares, ce qui va amener l'isolement autant de la personne vivant avec démence que de son aidant, et cet isolement lui-même va venir accroître les difficultés. Cependant, par contre, c'est toujours possible de maintenir la communication avec ces personnes quand on s'appuie sur ce qui est encore préservé tout au long du continuum de la démence. Et ce qui reste, ce sont les émotions, la communication non verbale. C'est pourquoi nous, on s'appuie sur la communication émotionnelle. La communication émotionnelle, ça repose sur un échange d'émotions positives on va se mettre à communiquer parce qu'on partage ces émotions-là et ça va se manifester par de la communication non verbale, par des regards, par un sourire, tout ce qui nous permet en fait de constituer comme une forme de dialogue sans mots. Ce qui fait que la communication non verbale, on va pouvoir l'observer à la fois par les expressions faciales, mais aussi par des marqueurs psychophysiologiques comme le rythme cardiaque ou l'activité électrodermale, ce qui est en lien entre guillemets avec la sudation de la peau, qui peut nous renseigner sur l'état émotionnel des personnes. Mais pour créer la communication émotionnelle, il faut partager des émotions positives. Et un beau moyen de vivre ensemble et de déclencher des émotions positives chez les personnes, ça peut être le cinéma. C'est pour ça que dans le projet Lumière, on s'intéresse au co-visionnement, donc regarder ensemble des vidéos qui vont particulièrement, dans ce cas-là, générer des émotions positives, parce que le co-visionnement, on voit que ça peut favoriser les liens sociaux entre les personnes. Et on sait aussi dans les études précédentes du laboratoire de la professeure Ansaldo, avec le projet Compas, qui est une application aussi avec les mêmes objectifs pour améliorer la communication entre les personnes vivant avec démence et leurs aidants, où on a vu que lorsqu'on monte du contenu audiovisuel, que ce soit des photos, des musiques ou des vidéos, qui fait du sens pour les personnes et qui leur font vivre des émotions positives, on va améliorer la communication entre les personnes vivant avec démence et avec leurs aidants, et on va améliorer, augmenter l'empathie chez les aidants et aussi améliorer la qualité de vie de tous. En plus de ça, on sait aussi dans la littérature sur le cinéma qu'il y a certains paramètres dans les films qui vont spécifiquement favoriser l'expression d'émotions positives chez les téléspectateurs. Et enfin, les émotions positives, ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec démence. Donc, l'idée du projet Lumière, c'est de favoriser la communication grâce au co-visionnement de vidéos qui génèrent des émotions positives. Et dans ce projet, on a plusieurs objectifs. D'un point de vue clinique, nos objectifs, c'est de favoriser la communication entre les personnes vivant avec démence et leurs aidants, et donc de briser l'isolement social, d'améliorer la qualité de vie de toutes ces personnes, et aussi de réduire le fardeau des aidants, tout en cherchant à développer un outil écologique et qui serait donc adapté en contexte de soins de longue durée. Du point de vue de la recherche, nos objectifs, c'est de mieux comprendre comment se passe la communication auprès de cette population, notamment lors de la démence avancée. Et pour ça, on cherche à identifier des marqueurs de la communication émotionnelle et de l'empathie chez les personnes vivant avec démence et leurs aidants. On essaie aussi d'identifier les marqueurs psychophysiologiques, donc là je parle de l'activité cardiaque et de l'activité électrodermale, qui montrent que les personnes sont socialement engagées, et aussi quels sont les marqueurs qui permettent de favoriser les émotions positives associées au contenu des écrans. Et dans ce projet, on est toute une équipe de chercheurs, d'étudiants, de cliniciens qui sont experts à la fois du cinéma, de la communication, de l'orthophonie, de la gérontopsychologie et aussi du génie informatique qui est notamment en intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des objectifs de notre travail qui était d'explorer les marqueurs de la communication émotionnelle donc auprès des personnes vivant avec démence et de leurs aidants lorsqu'ils sont en train de co-visionner des films et de voir quelle est la dynamique qui se passe dans cette dyade en relation avec le contenu qu'ils sont en train de regarder à l'écran. Alors pour ça, cet été, on a réalisé le projet au sein du CHSLD de l'IUGM. Et je tiens d'abord à remercier l'aide très précieuse et le soutien très précieux qu'on a reçu de toutes les personnes de l'IUGM pour réussir ce projet. Et pour cela, j'ai pu réaliser le projet avec
8 résidents vivant avec une démence dans le CHSLD, 4 préposés aux bénéficiaires et 5 aidants familiaux. Et la manière dont ça se passait, c'est que pendant 3 semaines, je suivais une diade composée d'un résident vivant avec une démence et d'un préposé aux bénéficiaires. Et je les rencontrais 2 fois par semaine pour qu'ils co-visionnent ensemble des extraits de films. Ça durait à peu près 5 minutes. Des extraits de films qui génèrent des émotions positives. On en regardait 2-3, ce qui fait qu'au total, ça dure à peu près 20 minutes la séance qu'on faisait tous ensemble. Et en plus de ça, certains résidents avaient aussi un proche de la famille qui était présent et qui était intéressé par le projet. Donc, je le rencontrais une fois par semaine pour qu'il visionne aussi des vidéos avec son proche. En plus de ça, au début et à la fin du projet, on a réalisé ce qu'on appelle des mesures pré- et post-test, c'est-à-dire que j'ai utilisé des questionnaires, des échelles pour mesurer la communication, la qualité de vie, les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence des résidents. Et ça me permettait de comparer s'il y avait une amélioration entre avant le début du projet et après le projet. Mais en plus de ça, comme je vous disais, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la communication et des émotions. Donc, pour cela, on avait toute une plateforme de collecte de données multimodale, comme vous pouvez voir sur les images ici. Donc, en haut, vous voyez la salle dans laquelle on était installé dans le CHSLD. Et vous pouvez voir qu'en fait, on avait une télé sur laquelle il y a 3 caméras. Il y a une caméra qui est vraiment en face de chaque personne qui est en train de regarder la télé, ce qui me permet de voir très précisément les expressions faciales. Et la caméra du milieu, elle prend vraiment un plan large sur la pièce, ce qui nous permet de voir tout ce qui se passe dans la communication verbale et non verbale entre les personnes pendant qu'elles regardent les vidéos. Et en plus de ça, les personnes portaient aussi une montre, comme une montre connectée si on veut, qui prend l'activité cardiaque et l'activité électrodermale. Les vidéos qu'on montrait, comme je vous disais, le but c'est que ce soit des choses qui fassent vivre des émotions positives. Donc on avait un contenu très varié, comme des documentaires de voyage, des documentaires animaliers, des comédies musicales, des extraits de mémoires d'archives où des personnes font du hockey, plein de choses très différentes. Et je vais vous montrer rapidement 4 petits extraits des vidéos qu'on regardait avec les personnes. Mais le problème, c'est qu'on entend très peu. Chante. Chante. Tu entends? Rayon de soleil d'or, c'est la moitié d'un tout, pas facile à... Voilà, ça vous donne une petite idée des bons moments qu'on a passés. Donc, on s'est posé, pour le moment, on s'est posé 2 premières questions de recherche. C'est de savoir si on peut détecter des marqueurs psychophysiologiques, donc dans l'activité électrodermale et dans l'activité du rythme cardiaque, des marqueurs de la communication émotionnelle dans la diade composée donc à chaque fois d'une personne vivant avec démence et de son aidant professionnel ou familial. Et après ça, on s'est demandé si ces marqueurs étaient associés à des expressions faciales associées à des émotions positives. Donc, on a réalisé les premières analyses et là, je vais vous présenter les résultats préliminaires de cette étude. Donc, concernant la mesure de l'activité électrodermale, donc ça nous permet de détecter à la fois des états de stress et de calme chez les personnes. Vous pouvez voir en fait sur le graphique à gauche l'évolution de l'activité électrodermale des personnes pendant qu'elles sont en train de regarder les vidéos. Et comme elles sont 2, vous pouvez voir qu'il y a une ligne de graphique par personne qui est en train de regarder les vidéos. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que les personnes ont des profils de réponse vraiment similaires au niveau de leur activité électrodermale. On voit que comme leur activité se ressemble et qu'il y a un léger décalage. On voit que c'est toujours une personne qui va initier un changement et que l'autre va venir le suivre dans le changement qu'il a initié au niveau de son activité électrodermale. Ce qui nous permet de dire qu'on a une synchronie entre les personnes, une corrélation, mais qui est légèrement décalée, puisqu'on a une personne qui va initier un changement dans sa réponse et que son partenaire va suivre ce profil de réponse au niveau de son activité électrodermale. Et en plus de ça, on peut aussi voir qu'on a une assez grande variance
où en fait au début, lorsque les personnes sont en train de s'installer et qu'elles sont dans l'attente du début du film, on a un niveau d'activité électrodermale qui est assez élevé et qui, progressivement, tout au long du co-visionnement des vidéos, va en fait diminuer jusqu'à la fin, légèrement se stabiliser. Quand on regarde les mesures du rythme cardiaque, on observe qu'on a des réponses similaires. Encore une fois, on voit que les personnes ont des schémas de réponse qui se ressemblent. On voit une certaine synchronie entre les deux membres de la dyade, avec toujours ce léger décalage, puisqu'on a toujours une première personne qui vient initier un changement et son partenaire qui va venir le suivre. Concernant les expressions faciales, on a aussi pu observer une synchronie au niveau du clignement des yeux, de l'élévation de l'ossement des sourcils et des sourires. Dans les graphiques ici, à gauche, vous pouvez voir à quel moment il y a une corrélation, donc une synchronisation dans le clignement des yeux entre les partenaires. Ce qui fait que les barres jaunes, ce sont les moments où ils sont synchronisés, où ils clignent des yeux ensemble, et plus la barre est longue, plus ça s'est produit pendant longtemps. À droite, on peut observer la même corrélation, mais cette fois-ci dans les sourires. Ça nous montre donc qu'il y a eu beaucoup de moments où les personnes se sont synchronisées et au niveau de leur clignement des yeux, du sourire et du haussement des sourcils. Et qu'est-ce qu'on peut associer à ça? Le clignement des yeux, c'est associé à l'augmentation du pouce, ce qui veut dire que les personnes sont engagées socialement dans l'activité qu'elles sont en train de mener. L'élévation des sourcils, c'est associé à l'émotion de la surprise, et le sourire, c'est associé à l'expression de l'émotion de la joie. Donc, quels sont les premiers points à retenir de ces résultats préliminaires? Premièrement, on voit qu'une brève exposition à un contenu d'écran, ça va provoquer des changements chez les personnes qui sont en train de les regarder et qu'on va observer une certaine synchronie au niveau de leurs expressions faciales et que c'est associé à l'engagement, la surprise et la joie. On a aussi vu qu'il y avait une corrélation, une synchronie entre l'activité électrodermale et pour le rythme cardiaque au sein de la dyade, ce qui nous suggère qu'il y aurait une influence mutuelle des émotions entre les deux membres de la dyade. Et aussi, on voit qu'on a une corrélation au niveau de l'expression faciale des personnes associée à leur engagement et à la joie qu'ils ressentent au fur et à mesure du temps pendant qu'ils sont en train de regarder les vidéos. Donc, les premières conclusions qu'on peut avoir de ce projet, c'est de voir que, premièrement, la plateforme Lumière, qui est donc pour les frères Lumière, permet la détection des marqueurs objectifs de la communication émotionnelle, puisqu'on a pu voir ce qui se passait dans l'activité électrodermale, le rythme cardiaque et les expressions faciales. On a aussi vu que dans la dyade, en situation de co-visionnement, on voyait une synchronie dans ces marqueurs psychophysiologiques au niveau de l'engagement et des expressions faciales, et tout ça, c'est associé à la communication émotionnelle. Et enfin, ces premiers résultats, ça nous suggère que le co-visionnement de films qui est adapté à ces personnes-là, ça a le potentiel de venir déclencher une communication émotionnelle entre les personnes qui sont en train de co-visionner, et ça nous indique qu'on pourrait, de cette manière-là, maintenir le bien-être et la communication dans le contexte des personnes vivant avec une démence avancée. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je remercie tous nos partenaires. Non, mais vas-y, toi. Je sais pas. Enfin, Vas-y. en fait, voilà, les questions. Non, mais enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que je peux poser une question tout de suite? En fait, dans les graphiques, le jaune, là, la dyade, c'était une personne âgée et un proche aidant Ouais, tout le temps. toujours. Donc, le jaune, c'était qui? Parce que le jaune avait des réactions avant le orange. Et donc, est-ce que c'était... Et c'est incroyable comme c'est en C'est une très bonne synchronie. question. Ce sont les analyses qu'on est en train de faire en ce moment. Parce qu'on se disait, est-ce que tu veux répondre, Barbara? Non, mais c'est juste de dire que c'est aussi la question qu'on se pose et c'est la prochaine étape de nos analyses de savoir qui est qui. Ah, vous le savez pas, c'est On pas le sait évident. pas encore. Ah! Parce que les analyses qu'on ne voit pas, c'est pour
un ensemble de films d'une durée de temps X. Et là, il faut qu'on voit en fait, comme on disait la première fois qu'on a présenté les résultats, qui mène le bal. Ouais. Qui commence la danse. C'est ça ma question. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'autre suit. Donc, l'importance de commencer la danse. Ouais. Déjà. Et qui mène? Est-ce que c'est les dents ou est-ce que c'est la personne avec démence? Et on pourrait se demander, est-ce que c'est l'activité elle-même? Parce que d'après ce que je comprends, la corrélation se fait du moment qu'ils entrent dans la salle, qu'ils s'installent avant même que le film commence, n'est-ce pas? Non, c'est quand ils sont en train de regarder le film. Ah, c'est toujours quand... Ça, Ok, d'accord. ces mesures-là ont été prises au moment de la collecte des données, c'est-à-dire au moment que l'on regarde le film. Ok, je comprends. Et quand la barre est plus large, ça veut dire que la corrélation dure plus longtemps dans le film. Donc là, il faut qu'on aille regarder à l'intérieur de toutes ces boîtes-là, mais pour moi, ce qui, en fait, on se le disait avec Barbara, ce qui est quand même génial, c'est de voir que chez des personnes qui ne parlent pas, qu'on dit qu'ils comprennent bien, quand il y a un film avec des caractéristiques précises, les deux façons sont pareilles. La personne qui est en santé et celle qui a une démence avancée. Et on va voir qui influence qui. Parce que les dents peuvent influencer la personne avec démence, mais la réaction de la personne avec démence va influencer aussi. C'est très intéressant. Moi, je pense que c'est... Vous aviez une question? Présentation à photo, c'est vraiment très, très intéressant, la présentation et les projets aussi. J'avais la même question que toi, la même réflexion qu'il y en a. Je pense que les émotions sont là, même si la personne ne démontre, ne parle pas, ne communique ses émotions, elle est là et on voit avec les marqueurs. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport aux personnes avec démence. Et pas toujours des préjugés, mais les proches pensent, je ne sais pas quoi faire, j'y vais, puis il n'y a pas de réaction. Mais si on peut voir la réaction, on a des plans, que je ne dirais pas, des choses qu'on pourrait faire avec ces là. Si l'autre voit qu'il y a une réaction, ben, là, il va changer son attitude aussi, le proche. J'ai une idée, ma question, c'est concernant le non-verbal. Donc, je ne sais pas s'il y a une corrélation aussi, s'il y avait le non-verbal au même temps qu'il y avait les marqueurs. Ben, c'est aussi ce qu'on a envie de savoir. Et dans les prochaines étapes d'analyse, justement, on va aller analyser spécifiquement ce qui se passe dans la communication verbale et non verbale. Et on voudrait voir quel lien on peut faire, qu'est-ce qui se passe dans la vidéo et qu'est-ce qui se passe dans la diade, qu'est-ce qui se passe au moment où il y a une synchronisation. Et mettre tout ensemble. Si je comprends ta question, est-ce qu'il y a une synchronicité entre les expressions faciales et le pouls? Oui. Et entre les expressions faciales et la réponse électrodramatique? Nous, on a sauté des jours. Mais aussi, par exemple, si les non-verbales, les sourires, les regards, déclenchent peut-être tout de suite après une émotion ou l'autre. Ouais. Mais... Il s'agissait tout simplement de sourire. Parce qu'il y a ça, là, même dans l'évolution de la communication chez le nouveau-né, ça commence à la communication, avec des l'écoisation des gestes et des sons qui ne sont même pas le même. Mais merci beaucoup, c'est encourageant. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et je trouve que c'est une recherche qui est vraiment très applicable et très concrète pour les gens sur le terrain. Fait que, tu sais, j'ai regardé comme une vidéo sur Saint-Henri.
C'est ici où c'est le centre-sud, au coup où c'est Henri. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir ça pour moi, je fais comme, ah, wow, là, c'est vraiment intéressant. Là. Donc, ça va être, c'est des outils qui sont très pertinents, puis qu'on va pouvoir facilement utiliser dans le cadre de notre travail. Puis ça, je pense que c'est une grande richesse. Fait que, de comprendre tout ce qui se passe, c'est super. Puis de pouvoir l'enseigner, le montrer aux intervenants sur le terrain, puis d'avoir des outils pour pouvoir l'appliquer, c'est extraordinaire. Puis quand tu parles de la lutte, Ouais. je m'excuse, j'ai trop parlé, j'ai pas dit la loi. Mais quand tu parles de la lutte, Oui. moi, j'ai vu des choses extraordinaires. Là. Un préposé qui me disait, ah, Caroline, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne bien, mais tu sais, je suis gênée. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Mais là, il dit, on regarde la lutte, puis là, le monsieur s'éveille, puis il adore ça, puis mais oui, tu sais, pourquoi pas, tu sais. Fait que moi, je suis bien d'accord avec la lutte. Quand c'est positif, puis ça l'éveille des souvenirs positifs, agréables. Tout à fait. Ben, c'est un peu la difficulté puis la beauté de ce projet-là. On aurait envie de trouver des films qui sont universels, mais ça n'existe pas. Non, c'est ça. Et donc, il faut avoir quand même une variété, mais auquel chacun peut s'attacher. Par exemple, ce film-là sur la lutte, ben, on voit des couples, autant dans le public, c'est autant des hommes que des femmes, puis les femmes sont aussi véhémentes que les hommes, et donc ça rejoint tout le monde. On voit des enfants, donc c'est pas vrai. On a tendance à genrer les films nous-mêmes. Moi, j'ai pas cette expérience, j'ai pas 86 ans, je ne connais pas Carpentier. Et puis, c'est pas dans ma culture. Donc, il faut avoir cette espèce d'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça, je le répète, je suis tellement contente que les gens de l'OVS aient répondu présent. Et non seulement ça, c'est que autre chose pour répondre, parce que tu nous avais, Caroline, souligné l'importance de rejoindre différents milieux socio-économiques. Et puis jusqu'ici, bon, ben oui, une projection dans les salles de l'ONF, dans le quartier des spectacles, vous comprendrez que le milieu socio-économique. Mais tout de suite, les gens de l'OVS nous ont dit qu'ils faisaient déjà des projections en ligne dans lesquelles ils rejoignent à peu près 35 personnes, c'est quand même beaucoup, et ils ont des discussions, semble-t-il, très animées qui vont au-delà de l'heure prévue. Et puis, ils nous ouvrent cette possibilité. Donc, on n'est plus vraiment obligé d'être attaché à un lieu, ce qui est intéressant, mais d'avoir un lieu virtuel, ça va aider beaucoup aussi pour rejoindre plus large. Oui. C'est vraiment comme audiologie. On a remarqué la difficulté d'entendre. Oui. Et aussi, peut-être on s'y passe, on se met à la place d'une personne malentendante avec le vieillissement, la perte d'audition être présent. Et comme vous disiez, la nécessité de mettre sous-titrage pour rendre les films plus agréables, plus accessibles aussi, et peut-être também d'autres moyens d'accessibilité pour regarder les films. Parce qu'il faut réfléchir plus tard sur cette problématique et trouver des solutions. On serait très ouvert à avoir des solutions parce que le sous-titrage, certes, mais peut-être que ça ne marche pas pour toutes les clientèles non plus. Puis là, je vous lance en fait la question à vous. Parce que le sous-titrage, il faut être en mesure de lire assez rapidement, parce que donc là, il y a aussi un choix de film à faire où le dialogue doit quand même être mesuré. Ça doit faire partie de nos critères, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens, effectivement, pour rejoindre cette clientèle nécessairement. On va peut-être bientôt commencer à travailler. Il y a plusieurs outils d'accessibilité pour les personnes malentendantes. Donc, on va utiliser comme les écouteurs, d'autres possibilités pour adapter. C'est pas juste pour les personnes malentendantes, parce que moi, j'ai des difficultés à suivre en tant qu'immigrant. C'est pas juste une question
bien entendu. J'ai comme processé ce qu'ils sont en train de dire dans une forme que je puisse comprendre. Ça reste un peu comme une son qui construit un accent, mais le contenu est un peu encore détaché de nous. Donc, ça, c'est un problème avant. Peut-être que c'est un peu l'aider pour le public. Le public, en attendant, et le public. Allophone. Je veux juste préciser que Marie-Odile l'a soulevé. C'est qu'on essaie de trouver des périodes cibles dans lesquelles les films qu'on choisit répondent à une certaine population qui est déjà rendue à un certain âge. Et cette période de temps est toujours variable. À fur et à mesure qu'on devient plus âgé, à fur et à mesure cette période de référence change. Dans le cas de la génération actuelle, c'est des films des années 2000, des années 1990, qui ont été entendus à la période d'être âgé. Donc, on essaie de calculer à partir de la population cible, c'est quoi la période de référence, c'est quoi la période d'enfance, c'est quoi la période dans laquelle ils ont vu ce genre de film pour créer ces liens aujourd'hui. Donc, ça, c'est juste un principe que j'aimerais souligner de son importance. On a constaté également que c'est juste une réflexion voyant les deux présentations de Rado. Ce sont deux projets qui ont des objectifs semblables mais différents et qui sont rendus à différents points dans leur progression. Le projet Lumière, ça fait plusieurs années qu'on développe du travail sur ce projet. C'est pas évident, mais c'est vraiment complexe. Quand j'ai commencé à faire des études en neurosciences il y a 4 ans, et j'ai rentré dans un laboratoire de recherche, ce que j'ai constaté, c'est que les tests audiovisuels étaient très simples. Et la raison pourquoi ils étaient très simples, c'est-à-dire des lumières qui clignotaient, des lumières qui bougeaient dans un écran, c'est pas facile de comprendre c'est quoi l'élément, comme Barbara l'a mentionné, l'élément déclencheur. C'est quoi l'ingrédient qui déclenche un effet en particulier dans le spectateur? Avec les contenus individuels, ce sont des expériences très complexes. Il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de paroles, et tout ça est intégré à l'intérieur d'un univers narratif qui se déroule sur une période de temps et qui exige une mémoire pour rendre tous ces composants cohérents. Donc, c'est ça qui rend notre tâche assez complexe. C'est pour ça qu'on choisit des contenus qui sont très variables pour dépister et trouver des composants caractéristiques qui nous semblent importants à poursuivre dans une deuxième vague de recherche. Donc, ça, c'est juste un peu de contexte de ce que nous sommes en train de faire. On réfléchit beaucoup sur le choix de chaque contenu audiovisuel qu'on va tester et on utilise un processus de validation auprès des proches aidants, auprès des personnes qui travaillent dans les CHSCT, qui nous aident à nous orienter selon leur expérience vécue, quelle sorte de film peut générer les émotions qu'on présume vont générer dans les participants. Donc, c'est ça le point de contexte que je voulais souligner. Dernier point, Agnès a soulevé, je pense que c'est Caroline a soulevé l'idée, c'est intéressant comment ça peut devenir un outil à l'intérieur du CHSLD. Et pour moi, personnellement, ce que j'essaie de faire à l'intérieur de ce projet et ma collaboration, c'est d'aider dans la construction des projets en choisissant des extraits, les analysant préalablement, etc. Mais à long terme, ce qui m'intéresse, c'est de former des personnes, des cinéphérapeutes. Il y a des musicothérapeutes. Caroline m'a déjà présenté un cas qui travaille dans une CHSLD. Je trouve qu'une formation du sort qui découlerait de ce type de recherche peut amener un profil, une personne qui peut intervenir dans un milieu de santé
dans un milieu comme le CHSLD et générer des sortes de discussions et des sortes d'expériences qui amènent un bien-être et ouvrent la communication. Donc, ça, c'est un peu plus à long terme, mais c'est ce genre de projet qui va poser les bases scientifiques pour valider ce type de poste. Donc, je voulais juste vous souligner que ça, c'est un des moyens à laquelle il y aura des retombées par ce projet. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires, mais on peut arriver avec oui. Moi, c'est juste un commentaire. Vraiment, c'est extrêmement rafraîchissant de vous entendre et de savoir qu'il y a des gens qui travaillent ce type de solutions concrètes, comme disait Caroline. Moi, je pense beaucoup aux proches aidants en ce moment, avec tout ce qu'on a entendu hier dans les journaux, tout ça, des proches aidants qui se retrouvent un peu démunis d'outils concrets, puis je le vois, puis j'ai comme très hâte de l'avoir dans mes mains. Parce qu'en fait, ce que tu dis est tellement important parce que la souffrance des proches aidants est très grande. Est très grande parce qu'ils sont complètement démunis. Et en fait, on l'a vu un peu dans la collecte, peut-être Barbara, tu peux raconter le rôle actif que le proche aidant peut jouer en apportant même du matériel. Et je vais laisser Barbara raconter ce qui s'est passé avec le fils d'une dame que tu as vu, qui a suggéré, je pense, un extrait de West Side Story. Ah, c'est ça, The West Side Story. Ouais. Ben, c'est vrai que ce qui était chouette dans le projet, c'est qu'on ajoutait, quand c'était possible, 2-3 vidéos personnalisées où là, on demandait aux proches s'ils avaient le souvenir d'un film ou d'une activité que la personne adorait. Et on a vraiment remarqué que quand on mettait du contenu personnalisé, là, la communication, on voit qu'elle venait de la personne avec démence. Mais moi, par exemple, ce qui m'a le plus marqué, c'était qu'il y avait un des résidents du CHSLD qui était italien. Il parlait jamais. Quand il parlait, c'était en italien. Et je lui ai montré une vidéo de Rome et il m'a raconté en français à quel âge il est arrivé au Québec, que son frère, il habitait encore en Italie, qu'il avait une maison au bord de la mer, qu'il a travaillé dans la construction. C'était incroyable. C'est que quand il y a une démence, les régions du cerveau qui sont les plus touchées, c'est le cortex cérébral, c'est des structures très sophistiquées. Mais lobe limbique, c'est celui qui nous a un rapport avec les émotions. On voit que les émotions ne sont pas dans le lobe limbique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais moi, je fais. Donc, quand j'explique à l'université, je dis c'est comme si on rentrait par la porte du lit. Et l'émotion fait comme un peu d'artifice qui fait, c'est Barbara vient de super intéressant. Qui part un mot, partage pas combien de séances, Ouais. qui parle une autre langue, qui écoute un film sur l'Italie et qui là commence à parler français de tout ce qui est pour lui l'Italie. Donc, c'est la puissance de ce projet, je pense, qui est lunaire. Puis, je crois vraiment qu'on est en train de toucher du doigt quelque chose de très, très, très particulier. Puis, on est très heureux. On est vraiment très heureux. Il y a un projet qu'on va faire avec l'ONF. Ça va être fantastique aussi parce que ça va ouvrir aussi à l'ensemble de la communauté des personnes âgées à travers le temps. Et d'ailleurs, vous êtes invité à venir assister à ces sessions-là parce que ça va être très formateur, en fait, d'écouter, de regarder, de voir les... On n'aura pas les webcams comme vous, mais on va quand même voir les interactions qui vont avoir lieu. Ça risque d'être vraiment très, très intéressant. Question un peu plus viveuse, c'est les prochaines étapes pour en savoir plus, pour continuer à vous suivre. Ce serait quoi? C'est quoi l'espace-temps qui nous attend pour vos résultats? Tu veux me laisser ma parole? Oui. Tu me laisses pas faire? Oui. Pour l'instant, on est en train de faire des analyses de deuxième niveau pour identifier vraiment les moments clés dans le film qui génèrent toutes ces magnifiques synchronicités d'émotions, de respiration, d'échange et d'engagement. On les a les. Normalement, on va les regarder dans les fenêtres. Qu'est-ce qui se
se passe. Et on va faire des analyses avec des experts en cinéma qui vont dire, regarde, tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Mais en même temps, nous, on utilise l'intelligence artificielle et on a des experts, des ingénieurs en intelligence artificielle qui utilisent des algorithmes qui permettent aussi de prédire des choses. C'est des machine learning. Donc, on va s'y servir de ces algorithmes-là pour tester notre film. Et si on arrive à taper sur le flou, on va voir les Netflix. Parce qu'on va pouvoir, j'exagère, mais on va pouvoir, disons, même, on va imaginer créer des films. Ça, disons, c'est très important parce que le terme des émotions est très relié à la culture. Et on ne peut pas parfois avoir des films de toutes les cultures. Non. Et la même image qui pour une culture peut être superbe, pour une autre culture peut être choquante, et vice-versa. Donc tout ça, tous ces niveaux de diversité, tout ça, c'est une prochaine étape aussi. On va continuer dans cette étape très cinématographique et j'adore travailler à partir des ingrédients cinématographiques, mais on va essayer de tester via l'intelligence artificielle des extraits selon les a priori des différents. Mais je vais rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire que, mais là, ça n'a pas rapport avec le projet, là, avec aucun des deux projets, le nôtre, mais avec l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus facile de faire des films. Donc, reprenons l'exemple de cet homme qui se rappelle, qui raconte son histoire à Rome. Ben, si on a un spécialiste, ça pourrait d'ailleurs être un projet. D'ailleurs, ben moi aussi, parce qu'on s'en reparlera, mais on travaille dans un autre projet avec un artiste qui fait des films en IA, qui est en train d'expérimenter ça. Puis, en une fin de semaine, il a reproduit un film de Dziga Vertov. Donc, je vais vous l'envoyer, ça peut être bien intéressant. Puis, donc, il a fait un film de 3 minutes qui a un sens. Et donc, on reprend, mettons, que tout ce que cet homme a dit, et on fait un film à partir de ça, et lui, ça peut ouvrir. Donc, on a eu cet été un stagiaire, un ingénieur en intelligence artificielle qui est venu par un niveau SNEPTEC, Amine Grata, qui a étudié en Tunisie, qui est venu passer 3 mois. 3 mois, et on a commencé à faire des films. Ouais. On a commencé mais juste pour essayer, quand on aura les ingrédients, et on peut aussi imaginer, c'est ce qu'on appelle compas. Compas, on a ouvert la porte parce qu'on s'est rendu compte que quand on personnalise, ça marche. La personnalisation. C'est ça. Il n'y a pas un film pour tout le monde. Il n'y a pas un film pour tout le monde. Il y a un film pour chaque personne, en fait. C'est peut-être ça. C'est peut-être là que ça s'en va. Mais pour répondre, je vais finir parce que moi aussi, je vais... Mais donc, nous, on commence, en fait. Eux, ils sont à la fin. Nous, on est au début. Et puis, donc, en janvier, on va commencer notre cycle de projection. Puis, Santiago avait eu la très bonne idée de dire, ben, il faudrait couvrir toutes les saisons. Parce que quand on regarde au film au mois de janvier, un peu comme ça, puis au mois d'avril, c'est le printemps, puis en juillet, ben là, il fait chaud, on est content d'être dans une salle climatisée. Bon, donc on ne reçoit pas les choses de la même façon. Donc, on espère donc avoir terminé notre cycle de projection à l'automne, probablement quelque part à l'automne, fin de l'année 2025. On va compiler donc nos données, nos questionnaires, puis aussi l'analyse des discussions qui ont lieu après. Et puis, donc, à partir de ça, on va être capable peut-être justement de faire notre Netflix à partir ONF Netflix. Ben, ONFlix. Et puis, et donc, hein? Net ONF, c'est encore mieux.
Et puis, et à partir de là, on passerait à la deuxième séquence, donc qui serait la création, mais là, ça demande, vous le savez, là, du financement pour ça, mais qui serait donc avoir créé ce point d'accès pour le rendre accessible justement dans les lieux partenaires, mais pas que, aussi aux individus. Puis Ça pourrait être dans les centres communautaires, ça pourrait C'est être ça. à la maison. Et l'idée de Lumière, c'est une plateforme. Ouais. Depuis la COVID, donc une plateforme où les gens vont pouvoir accéder dans les institutions et à distance pour commissionner à distance avec leurs proches, parce que à la prochaine pandémie, on ne va pas se retrouver dans la situation où on était. Ouais. Vous nous annoncez déjà une prochaine pandémie? C'est gentil. Non. Je pense qu'on est bon pour une dernière question. Et puis, oui, excuse-moi, non, vas-y. Santiago, tu venais dire quelque chose. Ben, je voulais juste dire que pour respect des personnes qui ont pris leur temps pour Ouais. venir ici, parce que c'était originalement Ouais. de 4 heures, excuse-moi, de 3 heures à 4 heures. J'aimerais dire qu'on est arrivé à la conclusion. Ouais. Et s'il y a une souhait de continuer la discussion, ben, ça peut se faire dans un cadre de post-événement. Comme Oui. ça, les gens peuvent se sentir à l'aise si ont des autres responsabilités de partir. Est-ce que ça va? Santiago est le gardien du temps. Merci. OK. Ben, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci, Santiago. Thank you. Et de voir cette personne. Nice.